Lexi, tu as 24 ans. Oui. Et c'est toi qui tiens le compte Aggressively Trends sur Instagram. Moi-même. C'est une question qui te tient à cœur. C'est une question qui me tient à cœur, évidemment, qui parle de mon identité, de celle de plein de gens. Je trouvais ça intéressant et important aussi de parler de tout ce que ça implique d'être trans. Et je trouvais qu'Instagram était le bon support pour cela. Justement, est-ce qu'il y a des différences quand on est sur les applis de rencontre et qu'on est une femme trans? Ouais. Il y a des différences qui sont spécifiques au fait d'être trans, au fait de la transidentité. Et en même temps, c'est des dynamiques et c'est des particularités qui ont des liens avec ce que peut vivre en rapport avec son identité une femme noire, une femme grosse, une femme musulmane aussi. Ça s'exprime différemment, mais il y a des origines communes et des biais communs. Lexi, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre orientation sexuelle ou orientation romantique et identité de genre? Oui, alors il y a une vraie confusion entre les deux, alors qu'il y a vraiment une différence nette. L'identité de genre d'une personne, c'est qui elle est et quel est son genre. Et on peut même rediviser la question. Il y a l'identité de genre, est-ce que cette personne est une femme, un homme ou une personne non-binaire? Et il y a son expression de genre, c'est-à-dire à quel code culturel, vestimentaire, comportementaux son expression, enfin son apparence la rattache. Donc ça, c'est le paquet identité. Et à côté, il y a le paquet orientation romantico-sexuelle. C'est par quel genre et expression de genre tu es attiré sexuellement et émotionnellement. Voilà. Donc, par exemple, être gay, c'est une orientation sexuelle. Ouais. Et comment on dit pour l'autre? Pour l'identité de genre, par exemple. Eh ben, dans les identités de genre, il y a le fait d'être cisgenre. Tu es cisgenre. À la naissance, on a décrété Camille est une femme, tu es une femme. Et il y a moi, en plus on illustre les... À la naissance, on a décrété que j'étais un homme et loupé, je suis une femme. Ça, c'est les deux grandes identités de genre qui existent. Et dans le paquet trans, on parle souvent du parapluie transgenre, parce qu'il y a des personnes qui sont trans binaires, c'est-à-dire qui restent dans le schéma traditionnel homme-femme, et il y a les personnes non binaires. Et là, c'est encore un paquet, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de genre, il y a des personnes qui en ont plusieurs et qui changent, qui sont fluides. Il y a des personnes qui ont un troisième genre, qui ont un genre mais qui est ni homme ni femme. C'est vraiment un ensemble qui est très fluide et qui semble très étranger à notre société, à notre culture occidentale, alors qu'en fait, les personnes trans, elles ont toujours existé. Au musée du Louvre, il y a une stèle qu'on appelle le Code d'Hammurabi. C'est un texte de loi qui date de 1750 avant Jésus-Christ. Il parle de personnes trans. Et il décrit leurs droits, tout ça. Voilà. C'est très bien expliqué. Merci. J'ai tout compris. Il y a des utilisatrices et des utilisateurs de Badoo qui nous ont envoyé des témoignages par rapport justement au fait d'appartenir à des minorités et d'être sur les applis de rencontre. Je vais te faire écouter ça. Par exemple, Sarah, qui est à Montauban et qui écrit « Je suis quelqu'un d'assez corpulente et je me rends compte que je matche beaucoup moins que mes copines qui sont minces. J'assume qui je suis et je n'ai pas envie de changer mon image simplement pour plaire à quelqu'un qui ne serait pas intéressé par moi dès le départ. Mais quand même, c'est assez blessant au quotidien. » Oui, ça l'est. Ça l'est et ça renvoie à plein de choses, en fait. Ça rappelle que quand on sort de certaines normes, couleur de peau, religion, identité de genre, orientation romantico-sexuelle... on te le rappelle tout le temps. Mais on ne te le rappelle pas en valorisant qui tu es et en constatant qui tu es. Mais en te réduisant aux stéréotypes. On te le rappelle en calquant des stéréotypes sur ça, qui ne sont pas la réalité de ton identité. Et c'est soit on va justement comme elle le mentionne, soit on va te fuir, parfois même juste t'insulter pour qui tu es, en profitant de cet écran interposé qui facilite... et qui exacerbe un peu toutes les émotions humaines possibles et imaginables, soit au contraire, on va un peu te chasser. Il va y avoir une vraie mentalité de collection de « Ah, t'es telle chose », comme si on était des Pokémon, tu sais, il faut tous les attraper. Je veux essayer une trans, je veux essayer une noire. Par exemple, Marie, elle nous a envoyé un message pour nous parler du racisme et de la fétichisation qu'elle pouvait subir sur les applis en tant que femme noire. Pour moi, les apps de rencontre, c'est clairement un facilitateur de rencontres. Par contre, je me retrouve souvent face à des mecs qui sont dans la fétichisation des personnes de couleur. J'ai droit à des trucs soft, genre « j'adore ta peau chocolat »
ou des trucs plus directs, genre il paraît que les Renois sont bonnes au lit, des vraies panthères. Je suis clairement fatiguée d'être réduite à des stéréotypes liés à ma couleur de peau. On peut comprendre qu'elle soit fatiguée. En même temps, ça trie. Évidemment, ça trie, mais ça trie de façon brutale parce que pour faire ce tri, il faut quand même être confronté à ça, il faut quand même l'entendre. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pour certains points, c'est les mêmes stéréotypes pour toutes les minorités, parce que comme si on était, à partir du moment où tu sors d'une norme majoritaire, forcément, c'est que tout ce qui n'est pas hyper présent et tout ce qui est stigmatisé dans cette norme, par exemple la sexualité des femmes cisgenres, blanches, hétéras, dans ce cas-là, tout ce qui est différent de ça est aussi différent de ces tabous, de ces normes qui sont calquées. Et du coup, si t'es noire, si t'es trans, le stéréotype de la femme trans hyper sexuelle, il existe aussi. Et en fait, c'est insupportable à subir parce que il faut bien prendre conscience que là aussi, on parle de Badoo, on parle d'applications de rencontres. Ça peut avoir l'air futile, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas plus important de dire oui, il y a du racisme sur les applications de rencontres, surtout en ce moment où on est en plein contexte de violence policière, de meurtre. En fait, c'est une superposition. C'est pas des choses qui sont fermées, qui communiquent pas entre elles. C'est un quotidien pour les personnes. Un système. Et quand il est confronté sur les applis, j'essaye de faire preuve de résilience, mais en même temps, c'est hyper personnel et c'est de la gestion émotionnelle. Ça change de certains jours, ça change de certains moments. Certains moments, je vais juste être en colère, je vais avoir envie de rentrer dans l'art de la personne et lui expliquer pourquoi c'est pas possible. D'autres, j'ai juste pas envie et je prends une douche en pleurant. À des moments, honnêtement, je veux juste manger des pâtes au pesto et je me dis que de toute façon, un de plus et basta. Mais vraiment, ce que je veux appuyer, c'est cette superposition. La communauté trans, c'est un sujet qui est assez grave, est la communauté qui a le plus haut taux de tentatives et de suicides dans la société en général. On peut très bien se dire, mais ça n'a aucun rapport avec le fait de se faire ghoster ou quoi. Oui, mais quand on lit toujours les mêmes choses dans des espaces de simple échange humain, ça crée un ras-le-bol. Hier, j'enterrais une amie, 19 ans, trans. Enfin, ces choses-là, les stéréotypes qu'on calque, qu'on jette comme ça, c'est juste un message sur une application de rencontre. Ouais, mais nous, on en a 20 par jour. Ça a des conséquences réelles. C'est pas immatériel, en fait. Oui, il y a des gens derrière les téléphones. On a des témoignages vidéo de Audrey, par exemple, qui est à Paris. La deuxième question que je me pose, c'est... Comment on fait quand on est une personne en fait atteinte d'autisme, comme moi, pour pas se faire rejeter en fait? Est-ce qu'on doit le taire ou est-ce qu'on doit le dire tout de suite? C'est un peu le genre de question en début de rendez-vous, que ce soit même avant même le rendez-vous par écrit ou en réel, qui font un peu fuir à toute vitesse. Hein. Tout le monde a peur du rejet dès qu'on est dans une démarche de séduction. Tout le monde a peur du rejet. Certaines personnes, à raison, ont de toute façon dans la société plus y a plus d'endroits, il y a plus de fois où on se fait rejeter. C'est aussi une parce réalité. Que quand tu fais partie d'une minorité, entre guillemets, par exemple si tu es sur le spectre de l'autisme ou si tu es une personne transgenre, les gens vont pas être éduqués à ces sujets aussi. C'est triste à dire et faut pas que ça reste comme ça. Mais en l'état des choses, aujourd'hui, ça s'explique et ça c'est logique. Est-ce que toi, tu lui conseillerais de dire qu'elle est autiste ? Je suis et trans et diagnostiquée autiste. J'y arrive. Great. On va écouter Thibaut qui est à Caen. Je remarque que sur les apps de rencontres, principalement au sein de la communauté LGBT+, il y a une grosse mise en avant du physique. Je n'ai pas un corps d'Apollon et je dois avouer que parfois j'hésite même à montrer mon intérêt car je doute de moi-même. J'ai l'impression d'être en compète avec les dieux du stade et ça me pose vraiment un problème. Est-ce qu'il faut être un dieu du stade pour pécho quand on est un homme gay ? Non, et il faut pas douter de son physique. Tous les physiques existent, absolument tous. Et ils sont tous aussi légitimes les uns que les autres. Et je crois qu'il y a de l'espace pour tout le monde et qu'il y a des références pour tout le monde. Certaines sont évidemment plus difficiles à trouver et sont aussi cachées par tout un ensemble de normes culturelles. C'est vrai que, et ce que nous dit Thibaut de Caen, bonjour la Normandie, ça parle de certains espaces déjà dans la communauté LGBTQIA+, et ça change entre nos communautés. C'est vrai que si on va sur des applications spécifiquement gays, il y a certains codes de la masculinité
musclé, poilu mais pas trop, la petite barbe bien entretenue, aller à la gym. Ça parle de certains codes, ça parle de certains droits et de certains... Oui, d'un droit à la sociabilisation pour certaines personnes. J'ai sociabilisé avant mon coming out, avant ma transition, sur des espaces qui étaient communautaires gays. J'avais les cheveux déjà aussi longs, j'ai pas fondamentalement changé de garde-robe. Mon expression de genre, elle était déjà très féminine et je me prenais des insultes. Tout ce qui sort de ces normes, c'est stigmatisé, c'est moqué. Donc je comprends absolument ce que Thibaut dit. Donc, il faut aller peut-être chercher d'autres références, peut-être dans les médias où tu vois les gens que tu suis sur Instagram, bien voir sûr. que tu as le droit d'exister aussi. Ah ouais, c'est absolument... Enfin, vraiment, les réseaux sociaux, pour ça, c'est incroyable à quel point ça offre des espaces où on se voit et on se retrouve. Trouver des séries, des films... pas avoir peur aussi de parler de ça, parce que jeter un pavé dans la mare, c'est montrer des réalités, et c'est du coup pouvoir lancer des réflexions pour les changer. Concrètement, sur les espaces de rencontre, il y en a de plus en plus qui offrent un choix d'identification très varié. Donc par exemple, quand on est gay, on peut aussi choisir queer, LGBT, et ça offre du coup de nouvelles perspectives qui sont différentes et qui sont plus larges que pour les personnes qui utiliseraient juste le terme gay. Donc je pense que on est dans un chemin de diversification, d'inclusivité de plus en plus grandissant. Ça manque encore, clairement, mais ça avance et il ne faut pas avoir peur d'aller fouiller, même si c'est fatigant. Tu peux avoir confiance en toi, Thibaut. Nous t'aimons.